derrière, hors des murs. Voilà, c'est un petit peu ça ce que nous sommes aujourd'hui en train de monter, un corps, j'allais dire, de citoyens qui, en amont, dans la préparation de l'aménagement et dans la sortie, accompagnent ces personnes qui, bien souvent, sont esselées. Tout ceci avec un seul objectif, c'est casser le cercle vicieux qu'il y a entre la pauvreté, la prison et la récidive. Nous sommes dans un état de droit, dans l'état français. Lorsque vous rentrez en prison, vous pouvez entendre des choses qui sont attentatoires, à la dignité de la personne détenue. Vous pouvez voir des choses qui sont illégales, voire attentatoires à la dignité des personnes détenues. Le fait que vous gardiez ça pour vous, le fait que vous ne dénonciez pas cela, et quand je dis dénoncer, bien évidemment, vous avez recours à l'Observatoire international des prisons, mais aussi maintenant à M. Delarue et à ses services, comme vous l'avez rappelé. Si vous ne le faites pas, vous êtes complice de faits. Vous êtes complice. Avant d'être médecin, avant d'être infirmier, avant d'être étudiant, avant d'être curé ou je ne sais quoi, vous êtes dans ce pays d'abord citoyen. Une information complémentaire concernant le suicide. Tu parlais du mitard. On sait déjà qu'on se suicide en prison en France 7 fois plus qu'à l'extérieur. Il faut savoir qu'au mitard en France, on se suicide 7 fois plus que dans la dite détention normale. Et la loi pénitentiaire a continué. Alors effectivement, on est passé de 45 jours à 30 jours au niveau du maintien. C'est pas 30 ? 40. Bon, en tout cas, oui, ok, surveillant. Ok, en tout cas, c'est encore dans les records d'Europe de détention. Ça veut dire que légalement, on accepte de maintenir un lieu aussi suicidogène comme le mitard. J'allais dire, un garde des Sceaux ou des députés ayant un minimum d'humanité, eh bien, ils auraient tout simplement aboli ce lieu déshumanisant et aussi suicidogène que le mitard. La question de départ sur douleur et addiction, pour nous, même si on doit travailler effectivement sur des notions de clinique, la clinique, c'est pas la douleur, c'est le patient avec une douleur. Et ça, c'est l'enjeu central, à mon avis. Et c'est l'expérience du patient qui est primordiale dans son vécu, dans son ressenti de la douleur, et confronté à l'écoute particulière que peut avoir le thérapeute. Si on fait un petit pas de côté et qu'on saute jusqu'aux États-Unis, et on voit que de la même façon, le premier motif de consultation, c'est la douleur. On retombe sur les mêmes chiffres sur les douleurs chroniques. Un tiers de patients disent souffrir de douleurs chroniques. Et quand on s'intéresse beaucoup plus, par contre, au croisement potentiel entre les douleurs et les abus d'opiacés, on voit que 60% des gens traités sous méthadone souffrent encore de douleurs, et plus de 40% des abuseurs d'opiacés non traités ont des douleurs aussi. Dans ces compétences croisées, je pense qu'il est important de prendre en compte quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que les douleurs sont souvent sous-évaluées ou très très mal évaluées, puisque malheureusement, celui qui évalue la douleur, lui, ne souffre pas. Tandis que celui qui souffre dit j'ai mal, voire j'ai très très mal, et ça c'est difficile à évaluer. Que les traitements inappropriés peuvent avoir des effets secondaires, et donc il faut faire attention à ces effets secondaires. Et que quand on traite ces patients, il faut prendre en compte que les petites doses ou les fortes doses sont tout autant inappropriées. C'est important parce qu'on va vous rajouter, vous avez mal, on va vous rajouter un petit truc, et puis vous souffrez encore, on vous rajoute un petit truc, ça ne fonctionne pas, et puis on dit, là on va vous rajouter quelque chose, malheureusement la douleur peut s'être installée, et à ce moment-là, vous avez fait faux. Et chacun d'entre nous qui est impliqué dans ce phénomène a ses propres recettes de cuisine, mais par contre, il y a peu de références basées sur les preuves dans notre culture, je vais dire addictologique, pour être très politiquement correct. Le problème avec une douleur chronique, c'est que la cause de la douleur chronique, elle n'est pas toujours identifiée, elle entraîne des modifications, et surtout, quand on parle de douleur chronique, il ne s'agit pas de douleur aiguë à répétition. Alors, si on se recentre sur notre sujet qui est les patients dépendants des opiacés,
Eh bien, les douleurs aiguës, la douleur aiguë, c'est une menace. On sait combien il est difficile d'équilibrer nos patients avec leur traitement de substitution, mais il y a un certain nombre d'idées reçues sur la douleur qu'il est important de rappeler pour s'extirper de ça. Ces idées, je vous en liste quelques-unes, mais il y en a de nombreuses. Ces patients-là ne connaissent pas la douleur. Ils n'ont pas besoin d'opiacés car ils ont déjà des doses importantes de morphinique. Donc ça suffit, quoi. Et les traitements antidouleurs ne fonctionnent pas sur les patients substitués. Une autre idée, on ne peut pas prescrire légalement plus de traitements. Ça aussi, c'est une idée reçue. Et les traitements de la douleur entraînent immanquablement des rechutes. Donc ça fait partie des idées reçues. Et en réalité, ce qu'on sait, c'est que les patients sous TSO, et vous en avez tous qui font l'expérience de la douleur, et ça c'est le propos de Nicolas, ils connaissent à la fois la tolérance aux opiacés et l'hyperalgésie, comme le prouvent des scores plus élevés concernant la douleur. Leur douleur répond au traitement opiacé, et ils ont besoin d'opiacés de façon basique, et ils nécessitent souvent quelque chose qui est important, et il faut jouer sur les trois degrés, les 3 niveaux, de plus forte dose, et une fréquence ainsi qu'une durée d'administration plus élevée. Les plus grandes réticences et les plus grandes idées reçues viennent des prescripteurs. C'est pour ça qu'on a fait cet atelier cet après-midi. La première diapo, c'était la définition de la douleur. C'est une définition qui est donnée par l'Association internationale d'études de la douleur, le IASP. La douleur est une expérience sensorielle, émotionnelle, désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans des termes évoquant de telles lésions. On peut classer les douleurs en 3 grands types. Des douleurs extéroceptives qui va toucher la peau, donc cutanée et sous-cutanée. Les douleurs proprioceptives qui vont toucher les muscles, les os et les articulations. Et les douleurs viscérales qui toucheront donc les différents viscères. Alors pour revenir maintenant un peu au thème de l'atelier qui est douleur et addiction, je vais essayer de vous présenter des données neurobiologiques qui peuvent expliquer pourquoi les patients sous traitement de substitution, donc exposés depuis un certain temps aux opiacés, sont des douleurs qui présentent en particulier des hyperalgies. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur le problème de la tolérance, qui est donc définie comme une perte d'effet nécessitant l'utilisation de doses plus élevées. Donc ça, c'est la définition classique de la tolérance. Alors, il y a différentes hypothèses qui peuvent expliquer cette tolérance. Une des hypothèses, c'est une diminution de la densité de récepteurs opioïdes ou un découplage de ces récepteurs opioïdes avec les systèmes de second messager, donc une perte d'efficacité en fait de ces récepteurs opioïdes. Alors ces théories sont pas fausses, mais n'expliquent sans doute pas tout non plus. Et il y a eu une hypothèse qui est l'hypothèse des processus opposants, qui peut également expliquer un certain nombre de choses dans le développement de la tolérance. Et ces processus opposants ont en fait été discutés pour la première fois par Solomon et Corbett en 1974. Et je vais essayer de vous expliquer un peu simplement et clairement ces processus opposants. Donc vous avez en fait, on va déjà regarder à ce niveau-là de la diapositive. Donc quand vous avez un stimulus douloureux, vous allez avoir un processus A qui va se mettre en place, qui va permettre de diminuer la sensation douloureuse, donc une réponse analgésique, qui se met en place très rapidement après l'induction du stimulus et qui va disparaître après arrêt du stimulus. Se superpose à ce processus un processus B qui est opposant, qui va dans le sens opposé, qui va pas se mettre en place tout de suite, mais un peu plus tard, mais qui par contre va durer plus longtemps, même après arrêt du stimulus, ce processus B est toujours existant. La résultante de ces deux composantes, processus A, processus B, est illustrée ici. Donc vous avez une réponse, donc qui peut être une réponse analgésique, au départ qui est importante. Puis cette réponse analgésique peut être diminuée par la mise en place du processus B qu'on a vu. Et après arrêt du stimulus, on ne voit plus que le processus B, donc plutôt une réponse hyperalgique. Donc ça, c'est une
Pardon. C'est lors d'une stimulation